Bonjour. Bon, voilà, désolé pour ces petits problèmes techniques. Les méthodes agiles ont ça de bien qu'elles permettent de faire rapidement évoluer les systèmes et les plateformes. Mais les méthodes agiles ont aussi ça d'un petit peu ennuyeux, c'est que les développeurs se permettent de changer tout et n'importe quoi, un peu n'importe comment. Il y a des nouvelles versions qui apparaissent. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, on se trouve confronté à des problèmes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Bon, peu importe, merci d'être là. Je suis ravi de vous accueillir sur cette plateforme. Je donne tout de suite la parole à Isabelle qui va animer ce webinaire. Merci Vincent. Donc, effectivement, ce matin, nous allons parler de qualité de vie au travail et plus précisément de montrer en quoi le rôle des managers est essentiel dans cette notion de qualité de vie au travail. Vous pouvez à tout moment intervenir en posant des questions par le biais du chat qui est à votre disposition et nous répondrons à ces questions soit au fil de la présentation, soit tout à la fin. Vincent, je te laisse présenter. Deux mots sur notre cabinet, ACDE Conseil. Donc aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, d'une soixantaine de clients avec à peu près 200 projets à mener depuis 15 ans, un peu plus même que nous existons. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nos activités, vous pouvez consulter notre site web acde-conseil.com. Notre métier, en deux mots, c'est de contribuer aux transformations des entreprises et on se donne comme mission de faire réussir les projets de nos clients et d'en pérenniser les acquis. Alors, grâce à un triptyque, d'une part, des méthodes de management ou de management de projet efficaces, reconnus, des solutions numériques performantes et des pratiques de management dit équitable, savoir qui traitent à parité la performance et le facteur humain. On intervient ainsi en assistance projet, en diagnostic, en conduite du changement, en conseil ou en formation et en accompagnement, en management de proximité et en gestion de projet. Alors, on a ainsi formé de l'ordre de 2000 managers en 15 ans et depuis 2 ans maintenant, on est référencé Datadoc, ce qui signifie que nos formations satisfont aux 21 critères issus de la réforme de la formation professionnelle de 2014. Alors, la QVT, Isabelle. Oui, alors, la QVT, qualité de vie au travail. Eh bien, quand on se penche sur cette notion, on s'aperçoit que c'est à la fois une notion floue et aussi complexe, derrière laquelle on met beaucoup de choses et surtout pas toujours les bonnes. Elle est parfois confondue avec des notions de bien-être au travail, notion encore plus floue, dans laquelle on va retrouver le célèbre baby-foot, alors qu'en fait, la qualité de vie au travail est une notion qui entre dans un cadre tout à fait légal et qui concerne essentiellement les thématiques de management, comme nous allons le voir. Le point de départ structurant de ce cadre légal, justement, est l'obligation générale de prévention des risques. En effet, un employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Depuis l'ANI, ou Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, intitulé « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle », ces deux notions vont bien souvent ensemble, les entreprises sont incitées à expérimenter de nouvelles manières de concilier performance et mise en œuvre d'organisation du travail favorisant les conditions de travail et la vie des salariés. Cet accord portait notamment sur les conditions de travail matérielles et organisationnelles, d'équilibre vie professionnelle et personnelle, d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Il était conclu pour une durée de 3 ans. Il n'imposait pas d'obligations supplémentaires pour les entreprises, mais favorisait l'élaboration d'une démarche dans le cadre du dialogue social. Cet accord a été prolongé par la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. On trouve par ailleurs également la notion de qualité de vie au travail dans le plan de santé au travail 2016-2020 intitulé PST3, qui propose donc un axe stratégique autour de la qualité de vie au travail et qui accorde la priorité à la prévention des risques plutôt qu'à leur traitement. Alors, la qualité de vie au travail, pour faire simple, résumer tout ce que je viens de dire de manière un petit peu plus compréhensible,
S'il existe au moins une section syndicale, c'est-à-dire une organisation syndicale en fait dans l'entreprise, alors l'employeur a obligation d'engager une négociation collective portant sur plusieurs thèmes, dont celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. En dehors de ce cadre légal, bien sûr, toute entreprise peut engager une démarche portant sur la qualité de vie au travail, notamment en cas de transformation, qu'elle soit organisationnelle, technique ou numérique, par exemple, ou en cas de dysfonctionnement avéré et tout particulièrement en cas de risques psychosociaux. Tout simplement, une entreprise peut aussi avoir le souhait d'améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, partant du principe qu'un salarié qui se sent bien dans son entreprise donnera le meilleur de lui-même et restera plus favorablement dans l'entreprise. Et on sait que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui des entreprises, notamment quand on se penche sur le sujet de la marque employeur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a finalement derrière cette notion de qualité de vie au travail? Là aussi, quand on se penche sur le sujet, on trouve beaucoup de choses. J'avoue que j'ai apprécié la segmentation proposée par l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a le mérite de clarifier cette approche et qui propose une segmentation de ces thématiques en 3 types d'enjeux: les enjeux sociétaux, les enjeux de marché et les enjeux de travail. Chaque entreprise devant définir collectivement les enjeux prioritaires qui lui correspondent, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout traiter, mais de traiter ce qui fait sens pour l'entreprise. Alors, les enjeux sociétaux, ils portent sur les types de population et l'accès au travail et vont adresser des sujets comme l'aménagement du temps de travail, le télétravail, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes notamment. Les enjeux de marché, eux, vont pousser l'entreprise à innover, à se transformer et vont donc impacter les notions d'évolution du poste de travail, de conduite des changements, qu'ils soient techniques, organisationnels ou numériques, changements opérés par l'entreprise pour en faciliter l'appropriation par les salariés. Et enfin, les enjeux du travail concernent des questions d'autonomie, de sens, d'implication, de droit à l'erreur, et, vous l'aurez reconnu, renvoie donc directement au management et à la qualité de ses pratiques. On voit donc clairement apparaître le rôle essentiel du manager au niveau de ces 3 enjeux, directement bien sûr dans les enjeux liés au travail, pour apporter autonomie, sens notamment, mais également pour conduire les changements liés aux transformations de l'entreprise. On sait combien le rôle du manager est essentiel dans la conduite du changement pour en assurer la performance et la pérennité. Et également pour veiller aux enjeux sociétaux, notamment en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est tout à fait du ressort du manager de veiller à cette égalité au sein de son équipe. En résumé, il est donc essentiel pour une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail de se pencher sur ses pratiques de management. Or, manager, c'est complexe, vous le savez, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et nous en sommes convaincus chez ACDE, vous vous en doutez. Pour venir à bout de cette complexité du rôle du manager, nous proposons un découpage du rôle en 4 postures: le leader, l'organisateur, l'animateur et le coach. Le leader donne du sens, décide, fait preuve d'exemplarité et d'autorité. L'organisateur focalise, délègue, pilote l'activité, en assure la cohérence. L'animateur écoute, transmet, anime la dynamique collective. Et le coach prodigue attention, reconnaissance, pilote la montée en compétence de ses collaborateurs, notamment. Alors, on disait manager, ça s'apprend, effectivement. Ça peut se définir en creux, finalement. Hein, et cette notion de QVT, on va la retrouver dans plusieurs points. Et d'ailleurs, selon les 3 enjeux évoqués par Isabelle à l'instant, hein, sociétaux, marché ou travail, on va la retrouver dans plusieurs points de la charte du management équitable que vous avez sous les yeux. Hein, ça, c'est une charte qui a été écrite par des DRH et des dirigeants d'entreprises de toute taille il y a une dizaine d'années, afin de répondre à une question toute simple. Bien manager, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça recouvre, hein. Donc, on a produit ça pour finalement aider les entreprises à y voir plus clair
et aider les managers à progresser dans leur pratique de management. Et ces questions, finalement, on y travaille chez bon nombre de nos clients, qu'ils soient dans le secteur industriel, service, public, bancaire ou autre, où grosso modo, les problèmes de management sont les mêmes dans ces différents secteurs. Il y a en particulier 3 points de la charte sur le dialogue social, sur le respect des groupes vulnérables, et puis sur les démarches de prévention et de qualité de santé, de problématiques de santé et de sûreté au travail avec obligation de résultat, comme chacun sait, de la charte. Et finalement, c'est à ça qu'on a l'intention de servir chez ACDE, c'est faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur travail, entre autres parce que le management est à la hauteur, sur les aspects légaux, comme on l'a vu la dernière fois, ou sur des aspects liés à la relation humaine, à la qualité de vie au travail, et c'est équilibrer exigence, assistance, autorité et bienveillance, et c'est accompagner les gens. Et donc, comme on disait, pour progresser en management, il n'y a pas de secret, et il faut se former. Alors, c'est pour ça qu'on présente un certain nombre, on propose un certain nombre de formations au management de projet, au management d'équipe, prévention du stress, aux démarches RSE, et puis toute la palette d'outils et de méthodes de management de projet. On a une quinzaine d'années de recul, d'expérience là-dedans, et les évolutions à la fois de la législation, des budgets, de la technologie étant ce qu'elles sont. Après mûre réflexion, on a réussi à combiner le meilleur du monde numérique et du présentiel pour proposer des formations hybrides, qui ont l'avantage de faire gagner un peu de temps. Bref, si vous voulez vous former chez nous, vous avez le choix entre formation en présentiel ou bien formation hybride, web plus présentiel. Alors là, on va zoomer un tout petit peu sur les modules de formation au management. Oui, tout à fait. Donc, ces formations en management que l'on propose s'articulent autour de 8 parcours. Le premier parcours s'intitule « Adopter une posture de manager ». Dans ce parcours, on voit ce qui caractérise la posture de manager, quel est le rôle du manager contemporain, sur quoi se fonde le leadership. On y parle aussi de performance, de motivation et aussi d'intelligence émotionnelle du manager, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, manager, c'est aussi instaurer un climat émotionnellement favorable dans son équipe. Dans le parcours 2, on parle de comment susciter l'engagement collectif. Une des questions les plus fréquentes posées est, en période de changement, comment entraîner les collaborateurs avec nous, comment les faire bouger. Vous vous souvenez justement, la partie conduite du changement apparaît bien dans la qualité de vie au travail. Nous voyons dans ce parcours comment organiser le séquencement du temps, comment mener des lancements efficaces et des bilans toujours positifs. Dans le troisième parcours, donner du sens et focaliser les collaborateurs, on se penche sur une autre préoccupation fréquente, génératrice de stress, qui est le manque de repères. Comment relier le quotidien des collaborateurs aux grands projets de l'entreprise, comment donner du sens finalement, cette notion de sens aussi. On l'a vu dans la segmentation de la qualité de vie au travail. Nous abordons là les questions d'organisation, de répartition des responsabilités, d'exigence, d'objectifs également. Dans le parcours 4, accompagner la montée en compétences et la délégation. Il porte sur le fait que toutes les évolutions impliquent l'acquisition de nouvelles compétences préalables aux délégations et à l'affectation de nouvelles responsabilités. Donc, comment aborder ce sujet complexe, en fait, et comment faire bien progresser ses collaborateurs, sachant que là aussi, la progression, la montée en compétences, c'est un thème sur lequel aujourd'hui les candidats et les collaborateurs attachent beaucoup d'importance, là encore dans une approche fidélisation et marque employeur. Le parcours 5, susciter l'engagement individuel, porte sur comment sécuriser l'action confiée à un collaborateur, l'aider à vaincre ses doutes, ses résistances, comment reconnaître et contrôler en retour ce qui est accompli, voir comment traiter l'erreur. Là aussi, on l'a vu tout à l'heure, traitement de l'erreur fait partie des items à traiter justement dans cette QVT. Comment piloter l'action au quotidien et comment mener des évaluations régulières, comment enfin valoriser les collaborateurs et leur exprimer la fameuse reconnaissance si essentielle dans le management. Le parcours 6, lui, porte sur l'animation du collectif. Dans ce parcours, on voit comment mobiliser l'intelligence collective, c'est-à-dire mobiliser au mieux les ressources de l'équipe et optimiser sa performance collective. Comment aussi mener des réunions motivantes et efficaces, sujet qui peut paraître simpliste, mais l'expérience montre qu'il est souvent bon
d'en rappeler les fondamentaux. Nous abordons aussi dans ce 6e parcours différentes techniques de créativité collective. Dans le parcours 7, assurer le respect des engagements, à savoir l'exercice juste et précis de l'autorité, sujet délicat s'il en est, il en va de la cohésion de l'équipe et de la crédibilité du manager, bien sûr. On aborde la manière de recadrer sans humilier dans ce 7e parcours. Dans le 8e parcours, enfin, nous revenons sur plusieurs aspects du leadership, notamment le style de management, qu'on voit qu'il est en fait à adopter et à adapter en fonction du niveau de maturité de ses collaborateurs, comment se rendre disponible, comment prendre et communiquer des décisions, puisque on voit dans ce 8e parcours comment travailler son expression orale et écrite. Vous voyez un programme très complet. Alors, je vois qu'il y a une question posée par Madame Thévissen relative à la page précédente. En cas de dysfonctionnement avéré, existe-t-il un ensemble d'exigences que doit remplir l'entreprise qui, s'il n'est pas vérifié, peut être qualifié de dysfonctionnement avéré? Je dirais oui, il y a même un faisceau d'exigences. En premier, il y a la loi, il y a le code du travail, et même d'ailleurs le code civil, pour certains aspects liés au harcèlement. Il y a ensuite la convention collective, bien sûr, il y a le règlement intérieur, et il y a les différentes chartes de management. Les accords aussi. Et les accords collectifs, bien sûr, et les différentes chartes de bonne conduite, de bienveillance, d'éthique, de management, qui peuvent exister dans l'entreprise. Donc, ce sont autant de cadres de référence en regard desquels on peut pointer un dysfonctionnement. Une autre façon de qualifier ces dysfonctionnements, c'est aussi de faire référence au site qui s'appelle Souffrance et Travail, dont on a parlé lors du webinaire RPS, donc le site de Marie Peset, qui répertorie les techniques de management pathogènes. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour s'exposer justement à créer du risque psychosocial et du stress. Voilà, merci madame pour la question. Donc comme le disait Vincent tout à l'heure, ces formations, en fait, ces accompagnements de managers peuvent être réalisés soit en présentiel, soit en blended learning, c'est-à-dire en mixte, présentiel et à distance par e-learning. Sachant que cette formule mixte permet de réduire de 25% à la fois le temps passé et les coûts directs. Globalement, que ce soit du présentiel ou du mixte, l'intérêt aussi de ces formations, qui sont uniquement des formations en intra, c'est de constituer une communauté de managers qui vont pouvoir échanger justement sur ce sujet de management. Et en fait, ça aussi, on se rend compte que c'est rarement le cas dans l'entreprise. Les managers ont rarement l'occasion de se rencontrer, de se réunir pour parler de ce sujet et donc d'échanger les bonnes pratiques et aussi les difficultés qu'ils rencontrent et comme ça se rendre compte que finalement ils ne sont pas seuls à éprouver toutes ces difficultés. Pour vous aider justement à clarifier votre situation, nous proposons à 3 entreprises qui nous ont fait le plaisir de participer à notre webinaire de ce matin, nous proposons un diagnostic management gratuit offert, donc un diagnostic de 2 heures, pour vous permettre donc de faire un état des lieux de vos pratiques de management, en fonction de tous les critères qu'on a évoqués précédemment. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à nous envoyer un petit mail à l'adresse contact@acde-conseil.com. Donc, c'est les 3 premiers mails reçus qui gagnent, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, il faut faire vite. Donc, à vos claviers. Vincent, je te laisse poursuivre par le programme des prochains webinaires. Voilà, les prochains webinaires. Alors, la semaine prochaine est la suivante, qui correspond aux vacances en région parisienne. Donc, on s'est dit que les uns les autres prendraient peut-être une semaine de vacances. C'est pour ça qu'on double le prochain webinaire. On parlera management par projet. Entre autres, pourquoi management par projet? Pour maximiser à la fois la motivation des individus et le ROI. Ensuite, le 14 mars, on parlera management à distance. Le 21 mars, courtoisie, bienveillance. Le 28 mars, on reviendra sur la notion de marque employeur évoquée par Isabelle à l'instant. Et le 4 avril, on va répondre à une question difficile, qui est comment faire pour avoir du temps pour manager. Il y a beaucoup de managers qui se plaignent de ne pas avoir le temps de manager. On lance d'ailleurs, c'est parti depuis 10 heures ce matin, une enquête, à laquelle on vous invite tous à répondre. Alors elle est visible
Sur les réseaux sociaux, pour l'instant, puis ce sera inclus dans nos communications à partir de la fin de la semaine. Mais sur le groupe LinkedIn, Management Équitable, hein, vous allez retrouver tout ça. Voilà, qu'est-ce qui fait que certains managers n'ont pas le temps de manager? On va essayer de répondre à cette question difficile, ma foi. Très bien, mais merci Vincent, merci à vous d'avoir participé, d'avoir écouté cette présentation. Je remercie aussi tout particulièrement notre partenaire conseil RH Laure Denef du cabinet DNF Conseil, qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect légal en fait de cette QVT. Vous avez vu combien ce cadre légal était important. Donc nous sommes à votre disposition pour poursuivre les échanges. Que ce soit sur les sujets de management ou de QVT. Pour plus d'informations sur nos formations en ligne, vous avez le lien qui est indiqué sur ce slide acde.360learning.com/channel pour accéder à l'ensemble de nos parcours et notamment à des modules de démonstration. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, il y a deux questions qui arrivent. Première question, les parcours de formation sont-ils obligatoirement dans la séquence mentionnée là? Oui et non. C'est-à-dire, vaut mieux commencer par le premier et finir par le dernier. En revanche, au milieu, on peut mixer un peu selon les enjeux, la culture, les nécessités du moment. Hein, on a une compétence d'ingénierie, bien sûr, en formation. On peut même rajouter des modules spécifiques à votre environnement. Deuxième question, la durée, le diagnostic, ça dure combien de temps? Il faut compter 2 heures. C'est un diagnostic qui est bâti autour d'une soixantaine de questions, sans recherche de preuves. C'est pas un audit, sans non plus avoir la prétention d'évaluer les pratiques de management. C'est vraiment un diagnostic. Ça dure 2 heures en face à face avec un directeur général, un DRH. Éventuellement, ça peut être prolongé par des entretiens avec des managers qui vont permettre de nuancer ou de compléter les réponses. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier pour votre participation. Vous allez recevoir tout à l'heure un mail avec le lien vers le replay. Et comme le disait Isabelle, on est à votre disposition pour prolonger les échanges à l'ancienne, par téléphone ou en se rencontrant, ou bien via les réseaux sociaux et les groupes LinkedIn, entre autres. Voilà, merci encore et à bientôt. Au revoir. Au revoir.